Départ, après quand vous souhaitez qu'on débute. Bonjour à tout le monde. Merci pour les valeureux et courageux qui sont venus en présentiel ce matin au Quai des Savoirs. Merci de votre présence ici. Ça va me donner du cœur à l'âme pour faire cette présentation. Et bien sûr, merci à toutes les personnes qui sont aussi en ligne, qui vont prendre ce temps pour réfléchir à cette thématique que nous vous avons proposée aujourd'hui, les clés pour se lancer en tant que freelance. Pour commencer, juste 2 mots sur nous. Nous sommes le groupe Freelancers. Cela fait 12 ans que nous accompagnons les freelances tant sur le plan de la formation que sur le plan des opportunités de mission, que sur le plan du statut, micro-entreprise ou portage salarial. Il va en être question au travers de la société de portage salarial qui s'appelle 2i Portage. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais 45 minutes. Au lieu de choisir un thème, eh bien, j'ai préféré vous déblayer un petit peu tous les thèmes en disant quelles sont les questions principales qu'un freelance se pose quand il veut se lancer ou commencer. Je pense que là, vous avez les principaux éléments sur lesquels il faut réfléchir avant de se lancer. Bien sûr, suis-je légitime? Comment je vais prospecter? Quel prix je vais donner à mes missions? Comment communiquer? Tous ces éléments-là. Et bien sûr, quel statut juridique? On va essayer de les aborder. Alors, j'étais très content de ma liste de questions. Mais en 45 minutes, c'est un vrai marathon qui nous attend puisqu'il y a énormément de choses à dire sur chaque sujet. Et chaque sujet, ces thématiques, on les reprend dans des ateliers en webinar où on passe 1 heure, 2 heures sur chaque sujet si ça vous intéresse. Donc, on va commencer tout de suite sans attendre sur le premier point sur lequel je voulais que l'on revienne ensemble. En préambule encore, les personnes qui sont en ligne, je vous propose, vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je ferai des pauses après chaque partie où on fera un petit débriefing ensemble pour essayer de répondre à vos questions. Et bien sûr, dans présentiel, c'est plus facile. Vous levez la main, je le vois tout de suite. Un autre élément aussi en préambule, le contenu de cet atelier, c'est un retour de notre expérience. Ce ne sont pas des théories ou des méthodes que l'on a inventées, c'est vraiment 12 ans d'expérience. Nous avons 400 à 500 consultants salariés par mois, des communautés de plusieurs milliers de freelances, et c'est vraiment au contact de cette expérience-là que je vous fais ces retours-là. Après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ce que je vais vous dire, on pourra peut-être en parler. Alors, suis-je légitime? C'est la première question, souvent. Est-ce que je peux me lancer en tant que freelance? Quand est-ce que c'est le moment? Nous, on parle de ces 3 piliers. On pense que pour partir en tant que freelance, il faut ces 3 piliers-là qui soient développés sur votre expertise. Premier élément, bien sûr, c'est vous êtes prestataire de service dans un domaine, il faut que vous soyez expert dans votre domaine. Qu'est-ce que ça veut dire expert? C'est un nom très générique. C'est de l'expérience et des compétences, un savoir-faire. Et j'insiste sur l'expérience. Il est difficile de se lancer en tant que freelance et d'aller proposer ses services sans expérience dans un domaine. Donc, lorsque l'on est jeune diplômé dans un domaine ou lorsqu'on a peu d'expérience. Deuxième élément, bien sûr, un marché. Je peux être expert dans mon domaine, mais si personne n'est décidé à payer ce service-là, eh bien, effectivement, vous ne pourrez pas vivre de votre métier de freelance. Donc, un intérêt économique, ça va être une rencontre entre j'ai une valeur ajoutée et j'ai des clients qui ont besoin de cette valeur ajoutée. Et un élément à ne pas oublier, c'est la passion. On ne peut pas être freelance sans adorer, être passionné par ce que l'on fait, parce que vous êtes porté dans une entreprise, mais là, vous êtes seul à vous porter vous-même sur votre veille, votre auto-formation, etc. Donc, il faut faire quelque chose dont on est passionné. Alors, parfois, ces 3 éléments ne sont pas réunis. Vous pouvez commencer en tant que freelance sur une expertise et des propositions de mission que vous avez, même si ce n'est pas passionnant et ce que vous voulez faire à tout prix, mais ça peut être un démarrage pour ensuite rajouter la passion à ces éléments-là. Ces 3 piliers, ne les oubliez pas. Je parlais d'expérience et souvent on nous pose la question, à partir de quand? C'est difficile, ça dépend du besoin du client, ça dépend du besoin de confiance et de crédibilité dont le client a besoin. Mais à partir de 3-5 ans,
Un développeur informatique, 3-5 ans d'expérience, un community manager, 3-5 ans d'expérience, on peut imaginer que là, on commence à avoir une expertise. Bien sûr, cette expertise va être en relation avec le tarif ou d'autres éléments. Je vous conseille aussi, avant de vous lancer en tant que freelance, souvent on pratique énormément, on est compétent sur un sujet, mais si vous pouvez avoir des certifications, surtout dans le domaine informatique, essayez de les acquérir, soit sur une période de chômage ou dans votre entreprise actuelle, parce que ça vous apportera crédibilité. Alors, bien sûr, je ne ferme pas la porte, j'ai dit 3 ans, 5 ans d'expérience. Il y a des personnes qui n'ont pas d'expérience, qui sont passionnées d'un sujet, qui sont hyper compétents, même s'ils sont très jeunes et jeunes diplômés. Donc, je ne ferme pas la porte, c'est tout à fait possible. Simplement, ce sera sur la grille tarifaire, peut-être qu'il y aura une différence. Voilà, retenez ces 3 piliers, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. À partir de quand on peut devenir freelance ? Deuxième point, je vais enchaîner sur ce deuxième point, après on fera une petite pause de questions. La prospection, c'est peut-être la question, parce que la compétence, vous l'avez, vous savez ce que vous voulez faire. La prospection, c'est souvent la bête noire du freelanceur. C'est souvent, je suis bloqué. Oui, mais moi, je ne suis pas commercial. Mais comment faire voilà. Et c'est souvent ce qui bloque. On va peut-être essayer d'apporter des éléments pour débloquer cette situation-là. Il ne faut pas avoir peur de la prospection. Ne vous imaginez pas comme des commerciaux d'aspirateurs, mais imaginez-vous plutôt comme des apporteurs de solutions. C'est souvent cette posture-là qu'il faut adopter. Qui parle de prospection, vers quelle cible vous pouvez prospecter? Dans le numérique et dans l'IT, il n'y a pas 36 cibles. Soit vous êtes déjà en société de service, et effectivement, ça peut être vos futurs clients. On va parler donc de sous-traitance. Soit vous allez atteindre les clients en direct, on va voir comment ça peut être possible. Et j'ai envie de vous parler aussi de la formation, parce que c'est aussi souvent quelque chose dont vous avez peut-être envie, on n'ose pas le faire, on a aussi problème de légitimité, et ça peut être vraiment un point complémentaire quand on est freelance. Et la formation permet aussi de se challenger par rapport à des jeunes, par rapport à de la veille, et être toujours en fait au meilleur de son savoir pour être formateur. Premier cas, la sous-traitance. Les sociétés de services, les ESN, vous les connaissez, ont des besoins clients et ensuite recrutent des personnes, des consultants sur leur métier et leurs compétences pour répondre à ces besoins. Si vous souhaitez atteindre des grands groupes ou que vous êtes dans une équipe alors les grands groupes, bien sûr, c'est les grandes sociétés, Airbus, les banques, les mutuelles, Toulouse Métropole, etc. Enfin, ça peut être des grands groupes comme ça. Vous ne pourrez pas les atteindre en direct. Ils ne prendront pas en direct de freelance. Donc, il faudra quand même passer par un intermédiaire qui est référencé et passer par ces sociétés de services. Donc voilà, ça vous pouvez. On a souvent le cas de quelqu'un qui arrive qui nous dit voilà, j'ai une mission là, sauf qu'ils m'ont donné une liste de Prime ou de SN avec lesquels il va falloir négocier. Donc ça, on fait des montages et ça, il faut penser aussi à faire ce montage. Donc ça veut dire laisser un petit peu de marge à cette personne, enfin à cette société-là. Quand on se lance, c'est la cible. Même si vous sortez d'une ESN et que vous dites je n'ai pas envie de rentrer dans une ESN, c'est la cible la plus accessible et la plus rapide pour démarrer en freelance. Et on va voir après comment à partir des plateformes, etc. L'inconvénient, c'est que vous serez soumis à une grille de salaire. Là, on est presque très proche du recrutement. Vous n'êtes pas très, très libre sur votre prix. Attention au millefeuille, c'est-à-dire à prendre un sous-traitant qui soit pas de deuxième, de troisième niveau, mais le plus proche du client, bien sûr, pour ne pas accumuler les marges. Et enfin, accessible et rapide pour un junior, c'est ce qui va être freelance, et c'est aussi une des meilleures solutions. Autre cas de figure, je vais atteindre le client direct. Le client direct, je vois beaucoup de personnes qui me disent ma cible, c'est toutes les PME parce qu'elles ont besoin de mon service. Alors ça, c'est vous qui le décrétez, mais ce n'est pas une cible. Il faut aussi être conscient que la société doit être solvable sur ce que vous pouvez proposer. Et si vous travaillez à des tarifs jour entre 300 et 500 euros, ce n'est pas une TPE qui va pouvoir rémunérer cette prestation. Donc, je vous conseille en client direct d'attendre déjà des grosses PME ou des ETI. Ça, c'est complètement différent. On n'est plus sur un marché.
c'est vraiment un contact, c'est le réseau qui va vous apporter ces contacts clients. Et surtout, je vous conseille de vous intéresser en prospection à la problématique et non pas aux solutions apportées. Ne vous intéressez pas à vos compétences et à la qualité de ce que vous pourrez apporter comme solution, parce que le client n'en sait rien. Lui, le client, ce qui l'intéresse, c'est qu'il a mal quelque part et il veut rencontrer quelqu'un qui va le soulager. Donc, parlez plutôt des solutions, parlez plutôt de la problématique avec le client. Et ce que l'on a l'habitude de dire, c'est co-construisez votre offre avec le client. C'est comme ça que ça marche le mieux. N'essayez pas, ne passez pas 3 mois à définir votre offre de service, ce que vous pouvez faire, etc. et ne pas sortir pour la présenter. Sortez, discutez avec des sociétés, discutez avec des collaborateurs dans ces sociétés et essayez de comprendre quel est le problème de cette société. Ça, c'est valable dans l'informatique, mais partout, dans la com, dans le marketing, etc. Et c'est comme ça que vous serez la personne la plus crédible et la plus légitime pour intervenir dans cette société en tant que prestataire. Au niveau du prix, c'est totalement différent. Si le client a intégré que vous pouvez lui apporter sa solution, là, vous pouvez être, j'allais dire, plus ambitieux sur votre prix. On n'est plus dans une grille de salaire. Et si en plus, vous avez été recommandé, c'est ce que tout freelance recherche, avec la recommandation, là, c'est le Graal, parce que la porte s'ouvre et vous avez l'espace pour venir présenter votre offre de service, votre valeur ajoutée. Je vous ai parlé de la formation tout à l'heure. La formation, c'est aussi la possibilité, donc, comme je le disais, voilà, si ça vous intéresse, c'est plutôt presque une vocation, hein, on est formateur. Contactez les organismes de formation, ça c'est assez simple, et demandez quel type de formation ils font, qu'est-ce que vous pourriez présenter comme formation avec eux. Normalement, vous avez la capacité de le faire avec votre expérience. Il y a des recherches. Et les écoles, les universités d'où vous sortez recherchent des intervenants extérieurs proches du concret et de l'entreprise. Donc ça peut être aussi des possibilités si vous avez un petit peu envie de transmettre. Alors là, il faut faire... Voilà, donc après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il y a de la formation directe aussi qui est possible avec vos clients, et là aussi, vous avez un gain de prix plus intéressant. Pour se lancer, allez, un chiffre. 80% des missions se trouvent par réseau. Alors, je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas un truc sorti du chapeau, c'est des milliers de freelances qui ont été interrogés par Inops en 2019. C'était octobre, il y a exactement un an. On a présenté ce baromètre ici il y a un an. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt d'aller vers votre réseau. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Au démarrage, vous voulez vous lancer, tester votre projet, tester l'intérêt que les autres ont par rapport à votre expérience autour de vous. Et autour de vous, c'est vos anciens employeurs, vos anciens collègues ou collègues actuels, vos managers qui ont changé de société et qui vous connaissent et qui donc savent effectivement, avec eux, la crédibilité et la légitimité, ce n'est pas une question. Ils savent ce que vous valez, et s'ils ont un besoin, s'ils ont justement une problématique et qu'ils pensent que vous pouvez la résoudre, là, la mission peut très bien démarrer. Donc, je dis souvent les anciens employeurs, ça ne peut pas vous paraître étrange, parce que vous êtes parti justement pour quitter ce salariat peut-être des sociétés de services, mais pensez aussi que quand on intervient en tant que freelance, la posture est complètement différente. La posture d'un salarié et la posture d'un freelance est complètement différente. Vous n'avez pas le même rapport hiérarchique avec votre client. Vous êtes plus libre intellectuellement sur ce que vous souhaitez faire. Et ça, c'est difficile à expliquer, mais tout le monde le ressent. Anciens collaborateurs, camarades, bien sûr, vos écoles. Et n'oubliez pas aussi que vous avez travaillé dans des sociétés qui ont des clients, qui ont des fournisseurs, qui ont des partenaires. C'est des gens que vous connaissez aussi. Donc, vous voyez, déjà, rien que de recontacter toutes ces personnes-là, ça vous fait un premier cercle proche de prospection qui est, il me semble, moi je ne suis pas commercial, donc il me semble plus facile à faire. Et par rapport à se dire, il faut que j'aille taper à des portes comme ça en prospection, c'est pas ça la prospection. Hein. C'est vraiment rester sur des éléments proches. Je termine cette partie, puis on va voir s'il y a des questions. Autre élément aussi, comme on est freelance, alors on oublie tout ce qui existe. Pas du tout. Continuez à regarder le marché sur l'APEC, sur Pôle emploi. Il y a des prestations, il y a des contrats qui sont proposés en IT et dans le numérique.
Pensez qu'un CDD est une mission freelance potentielle. Un CDD, c'est un congé maternité, c'est un départ, le temps qu'on retrouve quelqu'un, etc. Vous pouvez très bien transformer ça et on va voir par rapport au prix. Pour l'entreprise, c'est pareil, hein. Qu'elle paye un salaire chargé ou votre prestation, c'est quasiment équivalent. Enfin, bien sûr, la prospection se fait aujourd'hui sur des plateformes en ligne avec des annonces. Dans le numérique, ces plateformes sont très bien identifiées, hein. Ben voilà, vous tapez sur Google, vous avez eu de la publicité, vous en connaissez certainement certaines de cette liste-là. Juste un petit élément, je me permets d'insister. On connaît beaucoup Malte parce qu'il y a beaucoup de publicité, etc. sur Malte. On connaît moins Freelance-Info. Est-ce que vous connaissez Freelance-Info? Oui. Alors moi, je vous conseille quand même d'aller voir freelance-info.fr, qui est la plus ancienne plateforme de prestation de services dans l'IT et dans le numérique. Et c'est celle, certainement aujourd'hui, qui a le plus de propositions de missions. Par exemple, Malte déclarait qu'il n'avait plus de missions, mais une flopée de freelance, mais qu'il n'avait plus trop de missions. Freelance Info, il y a vraiment des missions. Et c'est comme ça que vous pouvez aller tâter le terrain. Bon, il y en a d'autres après, effectivement, crème de la crème. Je mets des petits points parce qu'il y en a énormément et c'est à vous de les découvrir. Voilà, c'est un gros morceau là, la prospection, et je sais que c'est certainement beaucoup de questions peut-être là-dessus. Donc, on me dit qu'il y a une question sur le chat alors. Ouais, il y a une question sur le chat YouTube de la part de Monsieur Angelus 3X, bon, désolé du pseudo. Comment être au plus juste dans les prix, justement, dans la prospection? Alors, c'est la question 4, je crois que je pose. Comment faire son prix? Donc, je propose, je n'ai pas retenu le nom, monsieur, dans quelques minutes, on va aborder ça. Et si vous avez des questions plus précises, on le verra sur cette partie-là. Peut-être des questions dans la salle à ce moment-là? D'autres éléments? Non? Alors, on continue. On pourra peut-être à la fin débriefer. Je ne l'ai pas dit aussi en préambule, mais comme vous avez laissé vos emails, je vous enverrai la présentation par email à la fin de la séance. Hein, voilà, c'est normal. Voilà. Alors, on va prospecter, mais effectivement, vous pouvez faire un certain nombre d'actions, mais vous pouvez aussi vous rendre visible. Alors, j'ai mis comment se rendre visible, mais j'aurais pu intituler ça comment communiquer, par exemple. Alors, un petit kit de base. Là-dedans, moi, je vous donne ce qui me semble important. Maintenant, chacun peut naviguer aussi avec ces éléments-là. Pour moi, le minimum, c'est une carte de visite. Peut-être j'aurais dû faire ma présentation. Aujourd'hui, les cartes de visite, moi, je vois, on les distribue plus du tout, puisqu'on a toutes les gens au téléphone, qu'on se rencontre moins. Mais effectivement, une carte de visite avec l'intitulé de ce que vous faites clairement. Il faut que vous appreniez à bien vous présenter. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez dire, ben voilà, moi je fais ça. Il faut que ce soit clair pour votre interlocuteur. Développer son réseau, pouvoir avoir des opportunités de mission, c'est en fait faire comprendre autour de vous ce que vous faites. Et ce n'est pas si simple que ça. Et puis il faut l'adapter aussi en fonction de l'interlocuteur que l'on a. Une adresse mail pro, effectivement, je vois des fois des kevinbaby@hotmail. Bon, ben c'est pas top quand même comme email. Moi, un Gmail, on peut considérer aujourd'hui qu'un Gmail peut faire office d'un email pro, ou en tout cas assez professionnel. Et bien sûr, pour être visible, un profil LinkedIn. LinkedIn, bien sûr, c'est le top de la présence numérique et de l'identité numérique en termes de relations B2B. Un profil complété. J'ai une petite slide sur LinkedIn parce qu'effectivement, on voit de tout. Et je mets, presque en deuxième niveau, vous voyez. Alors oui, effectivement, le site web, bien sûr que ça dépend aussi de ce que vous faites. C'est possible, mais on peut commencer sans site web. Hein, là aussi, il ne faut pas, dans la prospection, dire « Oui, mais je ne peux pas prospecter parce que je n'ai pas encore mon site web. Oui, mais je ne peux pas prospecter parce que mes tarifs, je n'ai pas encore calculé. » Non, ça ne marche pas. Commencez par prospecter tout de suite. Commencez par rencontrer des gens, discuter avec eux, poser-leur des questions. Comment ça se passe? Ils sont intéressés par quoi? Et vous allez cheminer. Et c'est par ces rencontres que vous allez cheminer que vous arriverez à une offre de service qui tient la route, à des prix cohérents. Vraiment, j'insiste là-dessus. Hein. On ne remet pas toujours au lendemain parce que le site Internet n'est pas fait. C'est une fausse bonne raison.
Oui, un petit peu de temps, effectivement. Vous réfléchissez, qui a réfléchi à comment il se présente à chaque fois? Ben voilà, il faut vraiment passer un petit peu de temps. Et là aussi, vous avez des ateliers connexes qui peuvent vous aider à ça. Voilà, la slide LinkedIn. Oui, c'est important LinkedIn, mais vous aurez une présence que si vous avez un profil, et j'insiste là-dessus, complet. Plus le profil est complet, plus il se ressortira dans les recherches. Donc complet, ça veut dire la photo de couverture, la photo, le résumé, les expériences, des recommandations, des mots-clés. Les mots-clés, ah ben, j'en ai mis 3, ça suffit. Non, vous en avez droit à 40 ou 50. Mettez tous vos logiciels que vous utilisez, toutes vos compétences techniques, et n'hésitez pas à répéter, ne dites pas « je l'ai déjà mis », puisque les algorithmes adorent la répétition des mots-clés pour vous faire ressortir. Et soignez dans LinkedIn votre titre, votre intitulé. Développeur freelance, ok, mais vous n'allez pas ressortir comme ça. Hein. Développeur Java, Angular, voilà, tout ce que vous mettez dans le titre c'est 50% de votre capacité de ressortir. Une fois que vous avez un profil complet, sympa, avec des mots-clés, numérisez tous les gens que vous connaissez sur LinkedIn. Parce qu'à chaque fois que vous prendrez en contact avec des gens que vous connaissez, enfin que vous avez rencontrés, vos anciens collègues, etc., à chaque fois que vous prendrez un contact sur LinkedIn, tous les contacts de votre contact vont avoir une visibilité sur votre profil. C'est des histoires de rang 1, 2, 3, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et franchement, LinkedIn travaille pour vous si vous faites ce travail-là. Mise à jour quotidienne de vos contacts. On s'est rencontrés aujourd'hui. Moi, je veux peut-être rencontrer certaines personnes. Eh bien, si je discute avec elles, je vais les demander en contact sur LinkedIn parce qu'on a eu une discussion, parce qu'on s'est rencontrés. Vous avez rencontré plein d'intervenants aujourd'hui. S'il y a un intérêt sur ce qu'ils font, etc., demandez-les en contact. Après, le quatrième élément, ça c'est libre à chacun, ça dépend de votre métier. Vous pouvez publier, mais ça, je veux dire, on le détaille parfois dans certains ateliers, mais ce n'est pas forcément obligé. Moi, je ne suis pas forcément un pro de la publication pour être visible, mais déjà, un bon profil et numériser vraiment tous les gens que vous connaissez. Se rendre visible, c'est aussi sortir. On se rend compte effectivement que c'est par les rencontres que vous faites souvent les meilleurs échanges. Et association d'anciens élèves, association club professionnel, vous êtes ici à la mêlée aujourd'hui, donc c'est peut-être l'occasion de rencontrer des gens. Il y a des communautés qui existent sur le web, les meet-up, il y a des Slack aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce système, mais il y a des grandes communautés de développeurs sur la France et même sur Toulouse. Événements, rencontres. Attention, si vous allez dans ces communautés, il faut trouver la communauté où on se sent bien et s'investir. Investir, c'est peut-être faire des ateliers, aider les autres, etc. Et là, vous aurez une visibilité et un retour sur votre expérience. Donc, cercle proche, et puis ensuite, on va vers l'extérieur. J'ai remis les plateformes parce qu'effectivement, se rendre visible. Ce que j'ai dit sur LinkedIn, c'est valable ici aussi. Quand vous avez un profil à renseigner, plus il sera complet, meilleures seront vos chances d'être visible. Ça, c'est général sur le web. Bon, je ne refais pas le petit dispatch là-dessus. Est-ce que sur cette rente visible ou communication, vous auriez peut-être un commentaire ou une question? Non? On poursuit alors? Bon, vous êtes d'accord avec tout ça? Il n'y a pas de contestation? Bon, ben, écoutez, très bien. On arrive donc pour la personne qui avait posé la question sur le prix. Ça aussi, une fois qu'on se lance en prospection, on va rencontrer, et puis à un moment donné, ça va matcher. On va dire, faites-moi une proposition, et quel prix? Comment je fais? Alors là, sur le prix, on fait un atelier qui dure 2 heures sur le prix. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a la négociation, il y a la rédaction de la proposition commerciale. J'essaie de vous donner quelques éléments simples. On va dire comment calculer son prix très rapidement et le plus efficacement possible quand on démarre. Je vais essayer de vous faire interagir. Est-ce que le prix dépend du statut juridique? Est-ce que si je suis en micro-entreprise ou si je suis un SASU, je vais faire un prix différent sur ma prestation? Alors, oui, et j'ai entendu un petit nom timide. Donc, vous pensez que le prix de votre valeur ajoutée dépend des charges que vous allez avoir? Donc, moi, si je suis client, je vais dire la micro-entreprise a le moins de charges possible, donc j'aurai de meilleurs prix en micro-entreprise. Comment?
ça peut être une réflexion d'entreprise. Monsieur, vous vouliez intervenir aussi? Donc, si vous êtes salarié, le salarié qui habite le plus loin possible, forcément, il faudrait le payer plus cher, puisqu'il a plus de charges que celui qui habite à 5 minutes. Si je poursuis votre raisonnement, là, vous avez moins l'air convaincu. Notre position et mon positionnement, je ne vous l'ai pas dit, mais j'étais 10 ans indépendant. Mon positionnement, c'est que le prix n'a aucun rapport avec votre statut juridique. Le prix, pour moi, est en relation avec un marché, la possibilité, ce que votre client est prêt à mettre dans votre prestation et dans votre valeur ajoutée, est en relation avec votre valeur ajoutée et les solutions et les enjeux de l'entreprise auxquels vous pouvez répondre. Votre prix est en relation uniquement avec ça. Pour moi, ensuite, le statut, c'est ce que vous avez choisi comme type de gestion de votre activité. Si vous avez besoin de beaucoup de protection, vous allez choisir un statut qui vous protège beaucoup, le portage salarial, mais vous avez fait le choix d'avoir des charges. Si vous ne souhaitez aucune protection sociale, vous serez peut-être en micro-entreprise avec effectivement une rémunération supérieure, encore que j'ai d'autres éléments à vous dire là-dessus, mais pour moi, ça ne doit pas influencer votre prix. Parce qu'effectivement, sinon on se retrouve sur... Combien de fois j'ai des personnes qui me disent « Mais oui, mais mon ancien employeur, il veut que je me mette en micro-entreprise. » Bien sûr, parce qu'il pense bien qu'avec 20% de charges et de cotisations, peut-être la prestation sera moindre. Essayez de faire abstraction du statut. Le statut, il est là pour autre chose. Il est là pour vous accompagner et gérer votre activité. Je ne sais pas si j'ai essayé de vous faire voir une autre possibilité, même si ce n'est pas simple, mais en tout cas, c'est ce qu'on prend vraiment. Alors, ce qu'on prend aussi, parce qu'on le voit aussi sur plusieurs années, quel que soit votre statut, nous, ce que l'on vous conseille, c'est de dire, voilà, je veux telle rémunération, et pour aboutir au final à cette rémunération, et que ce soit viable, je multiplie par 2, c'est-à-dire que quel que soit mon statut, ma rémunération finale sera de 50% de mon chiffre d'affaires. C'est ce qu'on constate aussi en entreprise, parce que soit vous êtes en portage, par exemple, salarial, et effectivement, c'est 50%, mais vous avez tout le monde qui s'occupe de tout, vous avez des assurances, et s'il n'y a plus de mission, vous êtes rémunéré par le chômage. S'il y a un problème, vous êtes rémunéré par la prévoyance maladie, vous avez vos formations qui sont prises. Donc, c'est un effet. Si vous êtes en micro-entreprise, vous allez me dire, non, moi, j'ai 22% de charges sur mon chiffre d'affaires, donc je gagne 78% de mon chiffre d'affaires. Sauf que vous n'avez pas de frais, vous ne pouvez pas déclarer votre matériel. Si vous avez une formation, une certification, vous devrez vous la payer. S'il y a une période de vache maigre un petit peu intermédiaire, vous devrez vous financer cette période-là, sans parler d'assurance, maladie, retraite ou autre. Donc, ce que l'on vous conseille dans votre tête en termes de business plan, tout bêtement et de façon très simple, je veux gagner, donc je vais vous prendre un petit exemple, et puis aussi, je veux gagner donc 50% de ce que je vais facturer, et puis aussi, pas faire de calcul sur le mois. Ça, c'est une erreur. Parce que sinon, si vous faites un calcul sur le mois, ça veut dire que vous ne vous arrêtez jamais. Je ne parle pas de congé payé, ça veut dire que vous n'avez pas de pause. Il faut faire des réflexions sur l'année. Donc, vous allez dire, je veux gagner cette somme-là sur un an. Et sur un an, combien de temps et de jours je vais facturer? C'est ça la façon dont il faut calculer, en tout cas, nous, la méthode que l'on préconise pour calculer vos prix. Alors là, on est en train de définir le prix plancher ou le prix que vous souhaitez. Et après, il faudra le confronter, bien sûr, au prix du marché. Et je vous ai pris un petit exemple. Alors, j'ai dit, voilà, si je veux... Alors, je parle de rémunération, pas de salaire. Ça veut dire que si je veux qu'au final, il me reste 3 000 €, eh bien, je vous conseille de dire, il faut que tous les mois, je facture 6 000 € pour pouvoir, au final, sortir 3 000 €. Je vous parle ça, bien sûr, dans la durée, en prenant en compte des intermissions, des mois d'août où peut-être il n'y aura pas de mission, etc. Donc, ces 6 000 €, je dois les avoir toute l'année. Donc, je dois facturer 6 000 par 12, 72 000 € à l'année. Si j'arrive à facturer 72 000 € à l'année, je considère que j'ai une rémunération de 3 000 € net par mois. Pour faire ces 72 000 € à l'année, je ne divise pas par 365 jours, bien sûr. Il y a les week-ends, les jours fériés. On considère au maximum qu'on peut facturer 218 jours par an.
Au maximum, ça veut dire un temps plein. Et là, ça dépend de votre métier, effectivement. J'étais un petit peu large, j'ai même pris 10 mois, parce que 218 jours, il y a quelques journées pour peut-être aller dans des lieux comme ici, il y a quelques journées pour se former, il y a quelques journées pour faire du réseau, etc. Donc, j'ai pris que 200 jours. Donc, c'est 72 000 euros, il faut que je les fasse sur 200 jours, sur 10 mois de travail. Ça voudrait dire un tarif jour de 360 euros par jour pour ma prestation. Donc, je reprends pour avoir 3 000 euros net. Il faut que je facture au minimum 360 euros par jour. S'il y a du plus, c'est du bonus pour moi. Un formateur, un expert qui va intervenir que quelques jours par semaine sur un projet, lui, il ne va pas facturer 200 jours. Il ne sera jamais à temps plein. Un formateur, quand il travaille une journée en formation, ça veut dire qu'il a préparé une journée quasiment avant. Donc, vous voyez, j'ai fait le même travail, mais j'ai dit, là, je vais facturer que 100 jours. Si je suis graphiste, si je suis dans la communication, je ne vais pas peut-être avoir des temps pleins. J'aurai ponctuellement des éléments. Donc, je vais facturer quasiment 100 jours. Et donc là, vous voyez, ça double, c'est 720 euros. Donc, un expert qui vient ponctuellement faire une intervention sera plutôt entre 600 euros jour et 1000 euros que quelqu'un qui va avoir un temps plein. C'est la loi un petit peu de la quantité. Donc voilà, je voulais juste de façon très simple, vous voyez, vous pouvez rentrer chez vous là et vous donner une idée de ce que vous avez besoin en chiffre d'affaires pour pouvoir lancer vos tarifs. Alors, si vous aboutissez à 360 et que le marché est à 500, tant mieux pour vous. Voilà. Mais si vous êtes sur un marché où toutes les journées se vendent à 250, je prends par exemple la formation bureautique. La formation bureautique, c'est entre 210 et 230 euros par jour. On aura beaucoup de journées, mais voilà, vous pouvez faire le calcul inverse, mais vous aboutirez à 2000 euros à peu près net. Donc voilà, vous avez une idée un petit peu de ce que vous pouvez consentir ou de quel tarif minimum vous pouvez prétendre. Bien sûr, vous allez aboutir à ce tarif. Voilà, moi je veux ça. En face, il va y avoir le marché. Comme je le disais dans la première partie, si vous êtes sur une ESN, il y aura une grille de salaire. Donc là, ça va être difficile. On va avoir un petit delta, mais très très peu. Ce qui pourra faire bouger le prix, c'est vraiment votre valeur ajoutée. Je suis développeur, mais en management, je suis aussi coach de développeur, j'ai fait certaines choses. J'ai un logiciel que personne ne possède, il n'y a que moi qui peut ou que quelques-uns sur la région ou sur la France. Là, forcément, c'est des valeurs ajoutées en plus. Le baromètre des TJ, ça peut être aussi une aide pour déterminer un petit peu son marché. Vous en avez plusieurs qui existent. Dans les plateformes de freelance que l'on a vu, Freelance Info, Malte, il y a des baromètres et des tarifs jour de freelance. Allez les voir. Nous avons nous aussi édité notre baromètre sur notre site. Si vous tapez baromètre freelance Midi-Pyrénées, je pense que vous le trouverez très facilement sur Google. Donc ça, c'est aussi, renseignez-vous aussi, c'est de l'information pour pouvoir se renseigner là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure en prospection, si vous êtes recommandé, si le bouche-oreille fonctionne, vous aurez une valeur ajoutée effectivement que vous pourrez faire valoir auprès de votre client. Voilà sur le prix, je n'ai pas développé plus en avant, c'était juste, je pars en me disant, finalement je me lance, je sais que j'ai ce tarif jour minimum, je pense que ça peut être déjà pas mal pour démarrer, et pensez que le prix justement, parfois on peut se décorréler du marché. Pensez qu'au lieu de penser prix, pensez valeur ajoutée que vous apportez et solution que vous apportez à la problématique de votre client. Quand vous rencontrez un client, si vous êtes recommandé, s'il est persuadé que vous pouvez lui apporter une solution et que son enjeu, c'est plusieurs millions d'euros, l'enjeu, c'est ce qu'il va gagner ou ce qu'il ne va pas perdre, effectivement, vous êtes beaucoup plus libre et vous pouvez être beaucoup plus ambitieux sur vos tarifs. Voilà, ce sont des éléments simples, mais franchement, des fois, on cherche beaucoup d'éléments complexes, etc., alors que franchement, c'est simple, rester sur ces bases-là. Et aussi, on aime bien dire, le prix n'est pas un élément décisif. On ne vous choisit pas pour votre prix. On vous choisit pour ce que vous allez apporter à l'entreprise. Ça aussi, si vous êtes conscient de ça, vous êtes aussi, je pense, plus fort intérieurement pour la prospection et la négociation. Une petite pause s'il y a des questions. Je suis stressé par le temps, mais c'est bon, il reste 10 minutes, je peux faire les statuts. Donc voilà, on aura vraiment fait le tour de ces 5 points. Sur les prix, peut-être, vous souhaitiez réagir ou c'est des choses qui vous parlent ?
Alors, en tout cas, sur le chat, on a le monsieur qui nous a posé la question tout à l'heure, Oui. qui vous remercie parce que ça lui a donné tous les éléments, il semblerait. Ah ben, je suis ravi. C'était le but de cette c'est le but de cet atelier, donc ça, pas de souci là-dessus. Mais ce qu'on veut dire aussi, vous voyez, je vous lis volontairement, on est très simple, presque au ras des pâquerettes, mais c'est la réalité. N'allez pas chercher midi à 14h, hein. Faites des choses simples comme ça, même au niveau de la prospection. Et vous allez tâter le terrain et avancer comme ça. J'ai une question par rapport aux outils à la disposition des freelancers, enfin des freelances, pour pouvoir faire leur facturation, pour gérer leurs revenus et tout ça, faire un peu la compta de la société. Alors, c'est une question très, très, très large sur les outils des freelances. Très simplement, il y a un excellent outil. Alors, ça dépend de si vous êtes en portage, eh ben, vous n'avez pas à vous occuper de tout ça. Donc là, on va parler de micro-entreprise et de société. Si vous avez une société, vous avez un comptable, normalement. Bon, après, ce n'est pas lui qui va faire vos factures. Après, c'est des choses très simples, hein. Vous me tapez modèle de facture sur Internet et vous vous en sortez des modèles de facture, hein. Il y a des choses assez évidentes. Il y a un super outil de gestion qui est fait par Pépite, que vous connaissez peut-être, qui accompagne très très bien les freelances et qui a une offre spécialisée sur la France pour les freelances. Et ils ont leur outil Time, T-I-I, je crois, M-E. C'est ça? On me dit que oui. Donc T-I-I-M-E. Là, il y a des tableaux de bord, il y a des choses vraiment... Vous le connaissez? Vous voulez dire quelque chose sur Time? Bon, d'accord. C'est vous qui devez les faire, c'est ça? Oh, c'est quoi votre métier, monsieur? En web marketing, faire une facture, c'est pas quand on fait du référencement naturel, du cross-hacking, c'est pas. Ouais, oui. Mm. Alors, je fais juste une parenthèse. Ben, vous voyez, on va passer au statut. Ça va me donner l'occasion de parler d'Oxim. Oxim, si je me trompe, c'est une coopérative d'activité d'emploi. Du portage cap, voilà, contrat, je ne me rappelle plus du A et du P. Alors, ils utilisent le fonctionnement du portage au niveau légal, mais ce n'est pas exactement du portage salarial. C'est vraiment, ça accompagne les personnes qui se lancent et ça leur permet de générer, de développer leur chiffre d'affaires, etc., dans un cadre sécurisé où ils vont être salariés et où il y a une structure qui leur permet de facturer tant qu'ils n'ont pas de SIRET à eux. Donc, effectivement, ils utilisent le droit du travail en portage salarial. Mais bon, ce n'est pas tout à fait du portage salarial parce qu'il y a des particularités. Vous pouvez rester dedans sans facturer. Vous pouvez déclarer vos salaires bien après avoir fait de la trésorerie. Il n'y a pas de limite dans les frais. Mais ça, c'est parce que c'est soutenu par l'État. Donc, il y a des petites limites. Et souvent, des personnes qui sortent d'Oxim et qui ne souhaitent pas créer leur société viennent en portage chez DG Portage. Et il y a des personnes d'Oxim, il y en a 3 cette année qui sont venues chez nous parce qu'elles ne veulent pas créer leur société, mais qu'elles veulent continuer à être soutenues. Et là, elles ont vu la différence parce qu'en portage salarial, les factures sont envoyées, ces personnes-là ne font rien du tout en termes d'administratif. Dans le CAP, le contrat CAP, il y a un petit peu de notion d'incubateur. Donc, vous êtes aussi votre propre entrepreneur et vous devez aussi faire un certain nombre de choses. Après, chaque société a aussi ses process internes. Oui, nous, les contrats, la facturation est faite. Vous nous dites, ben voilà, j'ai 1 000 euros pour telle action avec telle entreprise, et à la fin du mois, la facture, et vous recevez votre salaire. Je vais en parler un petit peu là où. Là aussi, sur les statuts, la question que l'on a, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel est le meilleur statut? S'il y avait un meilleur statut, ça se saurait. Il n'y a pas de meilleur statut qu'un autre. Il y a le statut qui vous conviendra, le statut qui conviendra à votre situation patrimoniale, familiale, professionnelle, le statut qui vous rassurera aussi psychologiquement en termes de sécurité ou justement en termes d'entrepreneuriat. Et en termes de statut, on va voir qu'on a les deux opposés. On peut avoir la micro-entreprise et puis le portage salarial où on est complètement soutenu, on est salarié, etc. Pour moi, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. On présente les deux. Moi, quand je reçois des personnes, j'explique les deux, tous les statuts. Et c'est à vous vraiment de choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, les statuts,
du freelance. Il n'y en a pas 36 hein, quand vous êtes freelance. Freelance, ce n'est pas un statut juridique, hein, au passage, hein, ça ne veut rien dire. C'est un mot comme ça. Freelance, en gros, c'est vous travaillez seul sur une prestation intellectuelle. On a 3 types de possibilités. Allez, je vous en mets tout à l'écran. Une entreprise individuelle. Une entreprise individuelle, vous avez créé une société qui n'est pas une personne morale, vous l'avez créée en votre nom. 2 types d'entreprises individuelles. La micro-entreprise, anciennement auto-entreprise, que vous connaissez tous. Et la micro-entreprise, c'est la petite sœur de l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, elle est souvent connue pour les artisans, etc. Voilà, ce n'est pas une société. Et si vous dépassez le budget des 70 000 euros, par exemple, en prestation intellectuelle sur la micro-entreprise, vous allez être reconsidéré en entreprise individuelle. C'est assez proche, c'est assez simple. Il y a aussi une entreprise individuelle à responsabilité limitée. La responsabilité limitée se rajoute, mais elle n'est pas par essence dans le statut de micro-entreprise ou d'entreprise individuelle. Deuxième élément, je crée une société personne morale, donc avec des statuts, avec une comptabilité, avec des associés. J'ai 2 possibilités dans ce cas-là, la SARL ou la SAS. Avec les petites sœurs unipersonnelles quand on est tout seul, c'est-à-dire l'EURL, c'est la petite sœur de la SARL, et la SASU, la SAS, unipersonnelle, donc la petite sœur de la SAS. Là, c'est plus costaud, voilà. Enfin, je ne crée pas de société, je ne crée pas de SIRET, et ce qui m'intéresse, c'est de continuer à être salarié. Eh bien, vous avez 2 éléments qui vous permettent cela. Le portage salarial, je vous ai parlé de 2 e-portages, et aussi, voilà, les contrats d'activité emploi en scope. Monsieur, c'est ce dont vous parliez, l'Oxim, où là, ça va être au niveau du droit du travail, le portage salarial qui va être utilisé. Mais dans le fonctionnement, on est plutôt dans une sorte de couveuse ou d'incubateur pour un contrat pour 3 ans, pour se développer pendant 3 ans. Et à la sortie de ce contrat CAP, eh bien, vous devez poursuivre, créer votre structure, ou comme je le disais tout à l'heure, souvent, beaucoup de personnes choisissent le portage salarial parce que au départ, ils ne se sont pas lancés comme société, ils ne souhaitent pas créer de société. Vous en connaissiez quelques éléments. Alors, c'est très complexe. Là aussi, on fait des ateliers sur les statuts juridiques où on détaille tout ça. Et je vous ai fait ce tableau qui est un petit peu où j'ai essayé, c'est pas exhaustif, de comparer les différents statuts, les différentes choses, positifs, négatifs. Il n'y a pas un statut idéal et ça dépend de ce que vous cherchez. Ce que l'on peut dire, en gros, micro-entreprise, entreprise individuelle, très simple à créer, très peu de structure, ce n'est pas très très lourd quand même, il y a des contraintes quand même. Dans ce système-là, il y aura peu d'optimisation. L'optimisation, c'est les dividendes, etc. Par exemple, en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déclarer de frais. Si vous achetez un ordinateur, vous achetez avec ce qui vous reste. Vous ne pouvez pas le déclarer en frais. C'est pour ça que je vous parlais des 50% à considérer. Ce qui va se passer aussi, donc j'ai mis les taux de cotisation ici. Alors, tous les taux de cotisation ici sont sur le chiffre d'affaires. 22% sur le chiffre d'affaires. Je facture 1 000 euros, je paie 22%, il me reste 780 euros dans ma poche. Voilà, je fais avec ça. Et ici, tous les pourcentages sont basés sur la rémunération ou le salaire. Dans ces 2 cas de figure et 3 cas de figure ici, donc la micro, l'entreprise individuelle, la SARL, l'URL, au niveau protection sociale, c'est le minimum. Qu'est-ce que ça veut dire le minimum? Ça veut dire que vous avez la sécurité sociale, vous payez des cotisations. Bien sûr, vous payez des cotisations retraite, mais il faut savoir qu'il n'y a pas une très très faible pension sur ces niveaux de statut, sur ces statuts-là. Il y a juste la validation des trimestres. Il n'y aura pas de prévoyance maladie, il n'y a pas de cotisation chômage. Alors, ça, on va dire, oui, il est en train de dire... Je ne dis pas que c'est mal, c'est un choix. Si vous le savez, si ça vous convient, très très bien. Ou vous pouvez faire différemment avec l'argent qui vous reste. Par rapport à ces 50%, c'est qu'est-ce que vous faites de cet événement, de ce différentiel-là pour l'investir en cas de coup dur, etc. Et choisir par vous-même les assurances et les protections dont vous avez besoin. Par exemple, dans ces domaines-là, vous avez les indemnités journalières. Les indemnités journalières qui sont dans le domaine privé, vous payez une assurance tous les mois pour, en cas de pépin, j'ai un accident, je suis mobilisé 6 mois, votre salaire, votre rémunération est un petit peu prise en charge. Ça, dans le domaine du salariat, c'est inclus dans le salariat. Si vous êtes malade, vous avez 100% de votre salaire qui est pris en charge par les caisses d'assurance, de prévoyance maladie. Voilà, c'est un petit peu cette grande différence, elle se situe à ce niveau-là.
On va avoir la SAS qui est un petit peu différente parce que la SAS, le gérant est assimilé salarié. Le gérant assimilé salarié, ça veut dire qu'il va avoir un taux de cotisation, vous voyez, bien supérieur. Donc là où il cotise à sa retraite cadre, il cotise pour une prévoyance maladie. La seule chose qu'il n'a pas, c'est le chômage. Le seul statut qui continue à vous à cotiser pour le chômage, c'est le portage salarial. Voilà, après, je préfère peut-être répondre à vos questions sur les différents statuts plutôt parce qu'on pourrait dire énormément de choses. Les gens viennent en portage parce qu'ils ne veulent pas s'embêter la tête avec l'administratif et parce qu'ils sont attirés par le statut de protection du salariat. J'ai eu des personnes qui ont créé leur société qui m'ont dit ben là, j'ai un grand creux sur ma société, j'ai une mission, je reviens à des missions longue durée avec des ESN, je vais venir faire un an de portage pour réactiver mes droits au chômage parce que la situation est incertaine. Et il y a toutes sortes de cas de figure. Donc, parlez-en avec Pépite, parlez-en avec nous, informez-vous et ensuite vous choisirez le statut qui vous conviendra. Je préfère peut-être revenir sur les questions. Il y a peut-être plus de questions au niveau du statut, si on peut rentrer dans les détails, parce que effectivement, c'est très très large. Il y a énormément et puis voilà, donc je crois qu'on est à 1 à 2 minutes de la fin. Donc allons-y, ouvrons le débat sur tout ce que je vous ai dit. Mhm. Alors que si vous êtes salarié, mais que vous n'allez plus être salarié. Oui. Être freelance. Votre question, c'est je suis salarié, je vais retourner au salariat. C'est ça, d'accord. Alors, ce qu'il faut dire pour le portage aussi, certaines personnes me présentent votre question en me disant « mais moi, je ne veux pas faire du portage parce que je veux être freelance ». Dans le portage salarial, c'est un dispositif où vous êtes indépendant, vous êtes freelance. Le portage, c'est vous qui trouvez vos missions. Vous apportez les missions et moi, le portage salarial, c'est votre sous-traitant. Vous sous-traitez à une société de portage salarial votre gestion administrative, vos factures, vos encaissements, le SIRET, le juridique, la responsabilité civile. Voilà. Vous ne vous occupez de rien à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va venir chercher, c'est ça. Je ne vais pas m'enquiquiner avec un comptable, une société, etc. L'intérêt quand vous démarrez aussi par rapport à la société de portage, c'est que la société de portage est très souple. Quand vous créez une société, ça coûte 1 000, 1 500 euros au démarrage. Vous avez tout de suite des comptables, vous avez tout de suite. C'est lourd de gérer une société tout de suite, alors que vous ne savez peut-être pas. Et c'est moi qui fais ce bruit-là. Pardon. Donc vous ne savez pas peut-être comment ça va se passer. Donc on utilise le portage comme période de transition. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, vous savez, je préfère être franc avec vous. Moi, je veux créer ma société. Mais comme je ne sais pas où je vais, est-ce qu'on peut faire du portage? Je dis, mais oui, ça sert à ça le portage. Il ne faut pas non plus opposer les choses. Il y a des personnes aussi qui créent leur société, sauf que le temps que la start-up se développe, etc., ils ne veulent pas mélanger, mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, ils font des prestations à côté, et puis ils ne vont pas créer une deuxième société. Donc, ils font du portage. Après, le portage, c'est clair. On dit aussi, gérer une société, c'est au moins une journée par mois. Donc, ça fait 10 jours. Si vous facturez 500 euros la journée, est-ce qu'il vaut mieux que vous travailliez 10 jours à 500 euros ou que vous passiez du temps à gérer une société? Est-ce que votre projet, ça je le dis aussi, c'est mon cas, mais après ça appartient à chacun, est-ce que votre projet c'est de créer une société ou de vivre de façon indépendante de ce que vous aimez faire, de votre activité? Voilà. Moi je pose aussi la question, est-ce qu'on crée une URL pour 60 000, 80 000 euros? Voire 100 000 ou 120 000. Je ne sais pas, c'est à chacun de donner la réponse. Moi, je ne pense pas. Je trouve que c'est tellement de paperasse, de trucs, etc. Pour un gain au final, alors après, on peut parler de l'argent, effectivement, et là, c'est à vous de voir si la protection salariale telle que vous la connaissez, c'est trop pour vous, c'est un carcan pour vous, si vous voulez vous en défaire. Ça, c'est franchement, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Dans certains cas, ça va être moteur. Les gens vont dire « Ah, moi, j'en ai rien à foutre de la retraite, de Pôle emploi, je vais être libre, je vais être indépendant. » Et le moteur, c'est la liberté. Et donc là, je dis « Très bien, alors mettez-vous micro-entrepreneur et c'est très, très bien. » Dans d'autres cas, ça peut être un frein de dire « Oui, mais moi, j'ai des enfants, je veux dire, comment je me protège, comment je vois l'avenir si jamais il y a un souci. » Et le portage salarial peut convenir.
Hein, voilà, donc j'ai essayé de répondre avec plusieurs éléments, mais franchement, ne négligez pas le fait, allez voir Pépite, faites un rendez-vous avec eux, faites des calculs, allez voir. Si vous le souhaitez, on prend un rendez-vous en téléphonique ou en présentiel, et on voit votre cas, et vous voyez vos avantages et vos inconvénients. J'essaie de vous donner des cas génériques, mais essentiellement, on vient en portage pour l'administratif, on s'occupe de rien, et pour la protection salariale. Enfin, je donne des exemples comme ça. Nous, on a des freelances qui sont papas aujourd'hui. Ben, ils ont 11 jours de congé payés par leur situation de salarié. Pendant la période Covid, malheureusement, les salariés en portage indépendant ont eu droit au chômage partiel. Voilà, c'est des éléments. Donc, c'est des choix. Moi, après, je peux en parler, bien sûr. On fait une société de portage salarial, mais franchement, c'est à vraiment renseignez-vous et faites votre choix. Oui. C'était pour faire juste un petit retour d'expérience. Moi, j'ai été portée longtemps et j'avais quand même la sensation de liberté parce que, au final, dans ma tête, j'avais plus du tout ces réflexions autour de l'administratif, mais je me sentais quand même libre de développer mon activité en tant qu'indépendante. Donc, ce n'était pas contradictoire dans ma tête. Bien au contraire, ça me donnait aussi cette liberté, cette disponibilité intellectuelle que de ne pas avoir à passer du temps et réfléchir et me faire du souci. Mais je me sentais quand même libre, en tant qu'indépendante, de choisir mes clients, de proposer ce que j'ai envie de faire et comme j'aime le faire. Et de m'entourer aussi de tout un écosystème que j'ai choisi et pas subi en étant salarié dans une entreprise classique. Voilà. Merci. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire peut-être l'essentiel. Juridiquement, vous êtes salarié, on vous embauche, mais il n'y a pas de lien de subordination. Donc, en fait, vous êtes un indépendant salarié. Ça veut dire que si vous voulez travailler de chez vous, si vous voulez, moi j'ai un développeur, il m'a dit, moi je pars 6 mois faire le tour du monde, je ne travaille que 6 mois. Je lui ai dit, ben alors, je suis ravi pour vous, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez avoir plusieurs clients, après, il y a un accompagnement, on peut vous aider à calculer vos prix, on peut vous aider à trouver des cibles, etc. Et on a des partenaires, effectivement. Donc ça aussi, c'est un plus. Mais voilà, ce que je veux vous dire, vous n'êtes pas subordonné. Et aussi, ce n'est pas une société de service parce que juridiquement, la société de portage signe les contrats de prestation avec vos clients, mais vous êtes détenteur du client. Les clients ne m'appartiennent pas. Moi, je n'ai aucun droit de vous changer, de mettre quelqu'un d'autre, de renégocier votre prix. Je n'ai aucun droit là-dessus. Et c'est pour ça que c'est bien particulier quand vous êtes en portage. Pensez qu'on n'est pas entre vous et le client, mais que je suis votre sous-traitant et que vous m'utilisez pour gérer votre situation, c'est-à-dire facturer vos clients et vous restituer un salaire. Voilà, j'essaie de répondre à tous ces éléments-là. D'autres questions, on arrive un petit peu à la fin, mais je suis disponible pour d'autres questions. Alors, en tout cas, dans le chat, on n'a pas de questions. Comme je vois que vous avez amené vos petits prospectus, peut-être un moyen de vous retrouver, peut-être soit sur LinkedIn, justement, ou par adresse mail pour les gens qui nous suivent. Alors, je pense que toutes les personnes qui ont assisté, on va avoir l'email. Donc, je vous enverrai dans les jours qui viennent, peut-être pas cet après-midi, dans les jours qui viennent, je vais vous envoyer cette présentation. Vous aurez mes coordonnées. D'ailleurs, je ne sais plus où c'est que j'ai mis le... C'est pas grave. Vous aurez mes coordonnées et je vous propose aussi effectivement éventuellement d'échanger ensemble sur un entretien téléphonique suite à ces éléments-là, si vous avez des questions, ou de façon plus personnalisée. Voilà, je suis dans tel secteur, comment je peux faire pour trouver tel salaire, je suis à quel TJ, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on peut échanger vraiment par la suite sans souci. Et la plaquette, effectivement, après, il y a un lien vers notre site. La plaquette, voilà, vous pouvez tout retrouver sur le site freelancer.fr en termes d'opportunités de mission et sur le site deuxiportage.com pour les personnes qui sont intéressées par le portage. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, moi, je suis disponible, hein, je reste à quelques minutes. Si sur le chat aussi en visio, il n'y a pas d'autres questions, eh bien, à ce moment-là, je vous remercie infiniment pour ce temps-là. Pour cette présence ici, pour les gens qui étaient là et pour les gens qui ont pris le temps aussi. J'espère d'être resté jusqu'au bout et j'espère en tout cas que ça vous donnera des idées, des ouvertures pour pouvoir vous lancer en tant que freelance. Merci.